continue ce dernier workshop ce matin, donc avec Marianne Olivier de Pichiki Mikina qui va nous parler d'une reconversion qui fait sens. Les 9 questions clés à se poser. Bonjour Marianne. Bonjour Séverine, merci beaucoup et puis merci à toute l'équipe du salon de nous donner cette occasion de partager malgré les conditions actuelles. En tout cas voilà, bonjour à toutes, moi je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce workshop consacré aux 9 questions clés pour une reconversion réussie. Alors en préparant ce workshop, je repensais au chemin que j'ai fait il y a 15 ans et je pensais à vous et j'imagine à la fois combien vous traversez d'excitation mais aussi d'inquiétude et de doute et voilà, c'est vrai que c'est des périodes de transition qui sont pas simples et donc j'avais vraiment envie de vous dire bienvenue avec tout ça et que je suis vraiment de tout cœur avec vous dans ce chemin qui demande beaucoup de courage et d'audace. Alors peut-être pour me présenter en quelques mots, moi je m'appelle Marianne Olivier, j'accompagne depuis plus de 15 ans des personnes, des équipes, des organisations qui souhaitent se transformer en étant vraiment pleinement qui elles sont. Je propose également sur Bordeaux 2 parcours de formation, l'un qui est dédié à la relation et l'autre qui est dédié à la décision, parce que pour moi, la relation et la décision sont les deux moments, les deux occasions où nous exerçons pleinement notre liberté, notre responsabilité. Et ces libertés et responsabilités sont vraiment les 2 thèmes qui sont très chers à mon cœur depuis de nombreuses années. Et puis enfin, voilà, je réalise depuis quelques mois un podcast qui s'appelle Bonjour pour changer, disponible sur toutes les plateformes et dont l'objet est de vous donner quelques clés là aussi pour avancer de plus en plus vers la personne que vous êtes. Alors, comment créer les conditions de réussite de votre reconversion ? Moi, mon propos va vraiment s'attacher au terreau dans lequel vous allez vous enraciner et enraciner votre projet. Donc, si quelque chose que je dis soulève des questions ou des commentaires, surtout utilisez le chat pour que, à la fin de mon intervention, je puisse y répondre. Et peut-être, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup avant de commencer, c'est que vous nous donniez dans le chat un peu une idée de là où vous en êtes de votre projet. Est-ce que vous en êtes pour le moment encore au moment du désir secret ou est-ce que c'est déjà une idée qui prend forme ? Enfin voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir où vous en êtes pour pouvoir éventuellement enrichir aussi les réponses. Alors, les 9 questions clés à se poser, lesquelles sont-elles ? Alors, la première question, elle est toute simple et en même temps, elle n'est pas si simple que ça à répondre. C'est d'abord, qu'est-ce qui me pose problème en ce moment et qui me donne envie d'une reconversion ? Autrement dit, quel est le problème vraiment concret dans ma vie professionnelle ou dans ces interfaces avec ma vie personnelle que je souhaite résoudre ? Et non seulement quel est mon problème, mais depuis combien de temps j'ai ce problème ? Alors, dans cette question-là, moi, je vais vous inviter à être attentif ou attentive à deux difficultés majeures. C'est que bien souvent, quand on répond à cette question, on mélange le problème et sa solution ou son analyse. C'est-à-dire qu'il va bien falloir vraiment distinguer ce qui pose problème de son analyse ou de son interprétation. Par exemple, si vous me dites « moi, mon problème, c'est que je ne supporte pas la hiérarchie », je vais vous dire « non, là, vous êtes déjà dans une interprétation ou une généralisation même. Votre problème, c'est peut-être qu'avec votre manager actuel, ça se passe vraiment très mal et juste que vous n'en pouvez plus. » Donc ça, c'est la première attention à laquelle il faut beaucoup s'astreindre. Et puis la deuxième attention, c'est aussi de faire la différence entre ce qui relève d'un problème et ce qui relève d'une limite. Un problème, c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir la main, sur lequel vous allez pouvoir agir. Une limite, c'est quelque chose sur lequel la seule chose que nous pouvons faire, c'est accepter la contrainte qui s'impose à nous. Et donc, on ne va évidemment pas agir de la même façon selon que c'est un problème ou une limite. Alors, les exemples de problèmes, c'est vraiment des problèmes très concrets. Ça peut être simplement mon conjoint ou ma conjointe a été muté et donc je dois le ou la suivre et là où je suis maintenant, je ne peux pas du tout exercer mon métier comme auparavant. Ça peut être simplement je m'ennuie. Ça peut être mon métier disparaît. On sait bien que dans la période actuelle de grands bouleversements économiques, il peut y avoir effectivement des métiers appelés à disparaître malheureusement. Ça peut être aussi je ne trouve plus de sens à mon travail. Enfin bref, il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement concrets et qui s'imposent à vous dans votre vie, le ressenti d'ennui étant pour moi un problème très concret. Alors vous voyez là aussi que dans les problèmes, il y en a de deux sortes. Il y a des problèmes qu'on va appeler exogènes, c'est-à-dire des problèmes qui arrivent de l'extérieur et qui s'imposent à vous. Et puis il y a des problèmes qui sont endogènes, c'est-à-dire qui viennent vous chercher dans votre intériorité, dans la personne que vous êtes. Et bien évidemment, on ne va pas répondre de la même façon. J'insiste beaucoup sur ce point parce que mieux on pose le problème,
meilleure est la solution qu'on va trouver. Et donc expliciter clairement le problème va vous permettre de éventuellement pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que si simplement c'est votre environnement de travail qui vous pèse, il n'y a peut-être pas besoin de faire tout un parcours de reconversion, et que peut-être le changement à apporter est juste un changement d'environnement de travail. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui me pose problème et depuis combien de temps? La deuxième question, qui est concomitante, on va dire, c'est la question de qu'est-ce qui est en jeu dans ce problème? On dit quelle est la gravité ou l'intensité de ce problème. Est-ce que c'est l'équilibre financier de votre famille? Est-ce que c'est la guérison d'un enfant ou d'un conjoint? Parce qu'il va falloir dégager de la disponibilité. Est-ce que c'est votre épanouissement personnel? Donc là aussi, je vais vraiment vous inviter à être le plus précis possible dans la définition de cet enjeu, parce que ça va venir teinter évidemment le sens du mouvement. Et puis là encore, il y a une notion de temporalité qu'il va falloir ajouter, c'est-à-dire finalement cet enjeu, à partir de quand il va devenir critique? C'est-à-dire, est-ce que finalement le mouvement que vous avez à engager, est-ce que c'est maintenant, obligatoirement, parce que l'enjeu c'est tout de suite? Ou est-ce que vous avez du temps parce que vous disposez, je sais pas quoi, d'une source financière pendant quelques années, ou parce que vos enfants, enfin, etc., etc. Donc là encore, l'enjeu dans sa nature va vous donner le sens du mouvement, le sens profond du mouvement. La temporalité va vous donner le rythme. Et donc, c'est vraiment là aussi des notions qui sont très importantes de poser clairement pour pouvoir agir de façon juste et de mettre l'énergie au bon endroit. Donc, deux premières questions. Qu'est-ce qui me pose problème? Depuis combien de temps? Et puis, deuxième question, quel est l'enjeu et quelle est sa criticité? On va ensuite aborder des questions d'une autre nature, dans le fond. Troisième question, qu'est-ce qui vous a amené là? Donc là, je vais vous proposer d'examiner 3 dynamiques possibles à l'œuvre qui vous ont amené là aujourd'hui, finalement, derrière votre écran, à regarder cette vidéo, ce workshop. D'abord, dans la dynamique qui vous a amené là, il y a peut-être les critères de choix initiaux de votre métier. Est-ce que ça a été vraiment un choix personnel? Est-ce que ça a été finalement, chez vous, on est commerçant de génération en génération, donc vous avez repris le commerce ou l'entreprise de vos parents? Est-ce que finalement, vous avez rencontré quelqu'un qui était sympa dans un forum étudiant, ça vous a donné envie? Est-ce que, finalement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé sur cette voie-là? Moi, je me souviens quand j'étais en terminale, finalement, c'est un prof de maths qui a un peu décidé de mon sort, puisque c'était l'année où, malheureusement, j'avais perdu mon père, et donc à la maison, c'était un peu compliqué pour avoir de l'aide. Et donc, c'est mon prof de maths m'a dit, écoutez, je vous vois plutôt mieux dans une prépa HEC qu'une prépa scientifique, donc allez-y. Et puis voilà comment ça a été mon critère de choix pour mes premières années de vie professionnelle. Donc évidemment, après, ça m'a permis de revenir un peu plus à moi et de faire mes choix de reconversion. Donc voilà, donc les critères de choix initiaux pour ce métier. Deuxième dynamique peut-être qui a été à l'œuvre, c'est les questions matérielles, tout simplement. Peut-être que vous n'aviez pas du tout envie de quitter votre région, peut-être que vous aviez envie de gagner beaucoup d'argent tout de suite parce que vous en avez besoin. Enfin bref, vraiment les questions les plus matérielles possibles qui vous ont finalement amené à faire ces choix-là et à vivre la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Et puis troisième dynamique à l'œuvre, un peu moins simple, c'est celle qui relève de nos influences plus ou moins conscientes. Finalement, dans ces premières années de vie professionnelle, jusqu'à présent, qu'est-ce qui a pu jouer en vous et qui vous a amené là où vous en êtes? Alors, il peut y avoir des choses, comme le besoin de reconnaissance statutaire, par exemple, c'est-à-dire que vous avez voulu finalement être reconnu, avoir un statut dans la société par rapport à votre famille, etc. Ça peut être aussi des choses de l'ordre des loyautés familiales, comme je en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre famille, les hommes sont médecins, les filles sont infirmières, ou alors on est entrepreneur de génération en génération, et donc c'est pas toujours facile de se libérer de ces loyautés familiales. Ça peut être aussi la peur de décevoir, c'est-à-dire que vous étiez bon à l'école et donc même si vous aviez envie d'être une artiste, peut-être que finalement vous n'êtes même pas autorisé à envisager un parcours comme celui-là pour ne pas décevoir vos parents. Ça peut être la peur de l'exclusion, des choses comme ça.
Et donc, plus vous allez pouvoir nommer finement ce qui a peut-être joué à ce moment-là et qui finalement a entravé un peu aussi votre liberté, plus vous allez aussi pouvoir identifier ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Moi, je sais que, là, encore une fois, à titre personnel, avant de pouvoir vraiment m'engager dans ma reconversion et l'agir au sens plein du terme, il a fallu que je me libère ça m'a pris un certain temps, du besoin de sécurité financière parce que tout simplement, voilà, me lancer sinon sans avoir travaillé sur ce point-là, ça aurait été vraiment risqué pour moi. Voilà, donc, qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Et puis, quatrième question, qu'est-ce qui fait que vous vous posez la question maintenant? Autrement dit, par rapport à votre chemin jusqu'ici, est-ce que quelque chose a changé? Toujours sur ces 3 axes. Et là, c'est vraiment essentiel d'être lucide sur ce point-là, au risque sinon, finalement, d'emporter avec vous, dans votre nouvelle voie, les mêmes problématiques, les mêmes influences inconscientes, et le risque d'aboutir effectivement à la même chose. Donc là, juste pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire, hein, comme parfois on aime bien, ça permet de faire des métaphores. C'est l'histoire de ce vieil homme qui est dans une station-service. Hein, il travaille, c'était du temps où station-service, il y avait service, ouais, effectivement. Et donc, un couple arrive avec ses affaires pour emménager dans la région, et donc il demande à ce vieil homme, bah, vous connaissez bien la région, est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est ici? Et le vieil homme répond, bah, vous savez, c'était comment chez vous? Et donc, le couple dit, oh là là, c'était terrible, les gens étaient pas sympas, ils étaient hypocrites, il n'y avait pas moyen de se faire des amis, on pensait se faire des amis, puis en fait, c'était pas du tout des amis, etc., etc. Et le vieil homme me dit, vous savez, je suis vraiment désolée, mais ici, c'est pareil, en fait. Et puis, quelques temps passent, et puis une autre famille arrive, même scénario, le couple demande, alors, bah, écoutez, voilà, on est heureux, là, on vient s'installer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment c'est chez vous? Et le vieil homme pose la même question. Et vous me voyez venir, évidemment. Et donc, les gens répondent, bah, écoutez, vraiment, nous, on est tristes de quitter notre ville. On s'était fait vraiment un bon réseau. On était bien impliqués. Il y avait une belle solidarité. C'était vraiment chouette. Et puis, le vieil homme leur répond, bah, ici, c'est pareil. Et donc, une petite fille qui est là et qui a entendu les deux histoires, enfin, les deux situations, interroge le vieil homme en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu même question et tu leur réponds 2 choses différentes? Et le vieil homme lui répond, tu sais ma petite, c'est toi qui crées ton monde. Et donc vraiment, c'est ça que j'ai vraiment envie d'insister sur ce point, c'est que vaut mieux faire ici autrement plutôt qu'ailleurs la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez déjà vous dégager peut-être des influences conscientes ou inconscientes qui sont à l'œuvre dans votre vie, déjà ici, maintenant, tout de suite, plus vous partirez léger ou légère dans votre nouvelle voie. Ça, c'était la 4e question. Qu'est-ce qui vous fait vous poser cette question maintenant? Qu'est-ce qui a changé? 5e question. Avant tout changement, on décide de ce qui ne changera pas. Donc, qu'est-ce que vous avez envie qui ne change pas de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment d'emporter, de garder, de conserver précieusement parce que ça vous est cher? Et donc, ça peut être des choses les plus simples et les plus pratiques, hein, c'est-à-dire que le déjeuner mensuel avec les copines, la séance hebdomadaire de sport, la présence avec les enfants pour tout autre engagement associatif, ça c'est précieux et donc vous n'y toucherez pas, c'est partie de votre cahier des charges. Ça peut être des choses beaucoup plus structurantes évidemment, comme la famille, la géographie, enfin, voilà. Et donc d'être bien au clair là aussi sur les éléments concrets, les éléments d'organisation, les éléments voilà, pratiques, relationnels qui sont précieux et que vous n'abandonnerez pas dans votre reconversion. Avec tous ces éléments, toutes ces réponses à ces 5 premières questions, vous allez avoir déjà une bonne base de cahier des charges, on va dire. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a une question centrale et essentielle, en tout cas à mes yeux, et qui pour moi, à la fois pour moi-même, dans mon propre parcours, mais aussi dans les parcours que j'accompagne depuis bientôt 10 ans, particulièrement sur ces questions de reconversion, c'est quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui fait profondément sens pour vous? Qu'est-ce qui est votre moteur? Qu'est-ce qui vous donne votre utilité dans le monde? Et ça, pour moi, c'est vraiment une question clé parce que quand on ne sait pas ce que l'on sert, enfin, ce à quoi on sert, le risque est très grand finalement de s'engager dans des trajectoires qui peuvent être séduisantes, hein, qui peuvent nous plaire évidemment, mais sans qu'on vienne vraiment nourrir notre essence profonde.
Alors, c'est pas l'objet de ce workshop d'approfondir ce point sur lequel je suis intarissable. Donc, si cela vous intéresse, je pense que j'avais abordé cette question-là il y a 2 ans dans une conférence à laquelle j'avais participé au Salon professionnel de Bordeaux. Il y a également un stage que je propose dans quelques semaines ici à Bordeaux, 3 jours pour l'instant, ça s'affiche, pendant lequel effectivement on va venir nommer à la fois le sens profond et puis un certain nombre d'autres éléments. Voilà. Donc si ce stage vous intéresse, bien sûr, je pourrais répondre à vos questions, mais vous pouvez également le trouver sur le site de Pichiki Mikina. Donc, question 6, que je traite un peu rapidement par rapport à l'énormité, évidemment, de ce qu'elle représente, hein, mais c'est finalement quelle est votre mission de vie? Et peut-être j'en entends certaines qui se disent non, mais moi, j'ai pas de mission de vie, j'en ai pas besoin, qui suis-je pour avoir une mission de vie? On a tous une mission de vie. Et en tout cas, c'est vraiment, par expérience, important de poser des mots sur ce qui fait sens profond, surtout au moment d'une reconversion, parce que vous n'êtes pas à votre premier, c'est pas les débuts de la vie professionnelle. Et donc, quand on est vraiment dans ce monde de reconversion, c'est en général qu'il y a aussi une quête de sens plus grande. Donc, autant le nommer de façon claire. Concomitamment, on va dire, à cette question du sens, il y a la question des valeurs, qui est la 7e question qui est très importante à traiter. Donc, une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est un principe moral qui régit nos comportements, pour lequel on est prêt à se battre, qui nous donne notre socle, notre solidité. Et donc, je vais vraiment vous inviter à vous poser cette question. Quelles sont les 5 valeurs essentielles pour vous? Celles qui vous définissent, et attention, ce n'est pas celles que vous aimeriez être, que vous aimeriez avoir, mais celles qui vous définissent telles que vous êtes aujourd'hui déjà. Donc, c'est vraiment celles qui sont votre carte d'identité, on va dire, de valeur, votre ADN. Alors, on n'est pas toujours très au clair sur nos valeurs, on pense en avoir, et puis en fait, dans la réalité, peut-être on est un petit peu décalé. Donc, au-delà du stage dont je parlais, et évidemment pendant lequel on va aborder cette question-là, mais vous pouvez, il y a deux façons, il y en a plein d'autres, mais en tout cas que je vous propose là, avec lesquelles vous pouvez travailler. D'abord, vous pouvez demander à votre entourage proche, qui vous veut du bien, de vous donner vos plus grandes qualités, vos plus grands défauts. Pourquoi? Parce que, évidemment, derrière nos qualités et nos défauts apparents se cachent bien souvent les valeurs qui nous structurent. Une autre façon de mettre à jour nos valeurs, c'est d'observer, de voir, de sentir qu'est-ce qui nous indigne, qu'est-ce qui nous met en mouvement, qu'est-ce qui nous met en colère, parce que bien souvent, quand nous touchons l'indignation, c'est qu'une de nos valeurs a été bafouée. Donc ça peut être un bon indicateur pour nous, pour identifier vraiment ce qui nous tient à cœur. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, si les choses ne sont pas claires, de mettre des questions dans le chat. Séverine ensuite me transmettra ces questions. Mais voilà, donc on a les 2 premières questions, le problème, depuis combien de temps, et les enjeux de ce problème. Question 3, 4, 5, c'est qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Qu'est-ce qui fait que je me pose cette question maintenant? Et qu'est-ce que j'ai envie de garder mon chemin passé? Question 6 et 7, quel est le sens profond de ma mission de vie? Et quelles sont mes valeurs? Une fois qu'on en est là, très sincèrement, vous avez déjà un bon cahier des charges pour votre projet de reconversion. C'est-à-dire que là, normalement, vous avez les critères, vous avez nommé finalement le terreau dans lequel vous allez pouvoir construire votre projet. Il manque une petite chose, parce qu'on parle d'une reconversion réussie. Donc la question 8, c'est quels sont vos objectifs? Autrement dit, qu'est-ce qui vous fera dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand on se recroisera, que oui, vous avez réussi votre reconversion? Et ça, ces critères-là, ils vous appartiennent. Personne ne peut les définir pour vous. Et ils relèvent vraiment, là aussi, de votre subjectivité, de la femme ou de l'homme que vous êtes aujourd'hui et qui va tenir finalement à ces critères-là. Pour certains, ça va être des critères purement d'épanouissement. Pour d'autres, il va y avoir des critères matériels qui vont s'ajouter. Enfin, voilà. Et ça, vraiment, personne n'a le droit de poser le moindre jugement sur la réponse que vous allez porter à cette question. Voilà, une fois qu'on a posé tout ça, il ne reste plus qu'à nommer les différentes options, et ça c'est la 9e question, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout votre cahier des charges et vos objectifs de réussite, mon intuition c'est qu'il n'y a pas seulement une solution de reconversion, c'est que probablement il y en a au moins 2, peut-être même 3, et je vous invite vraiment à identifier peut-être les différents scénarios, les différentes trajectoires qui peuvent s'offrir à vous,
que le risque souvent, c'est qu'on est tellement ancré sur une solution, on y croit tellement qu'on ferme un peu les œillères et on passe peut-être à côté d'autres formes, d'autres partenariats possibles, d'autres métiers ou d'autres exercices professionnels. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps à imaginer, peut-être même avec des amis autour de vous, tiens, par rapport à ce cahier des charges, ce serait quoi finalement les différentes possibilités? Voilà, et donc là, vous vous serez posé les 9 questions clés. Une fois que vous aurez les 1, 2 ou 3 options en main, ben, il ne vous suffira plus, entre guillemets, que de les mettre en œuvre, c'est-à-dire d'identifier quelle est l'énergie, le temps, l'argent nécessaire, les compétences à acquérir, voilà, et peut-être de voir la faisabilité de tout ça pour poursuivre. Donc, ben, voilà, moi je vais être heureuse maintenant de répondre à vos questions. Donc surtout, si vous pensez que ce workshop peut être utile à quelqu'un autour de vous, bah, vous partagez le live qui sera ensuite sur le site. Et puis, si à l'issue de la séance de questions là, qui vient, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me contacter par mail sur marianne@pichikimikana.com. Et puis surtout, si vous avez aimé, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, Séverine. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas voilà, à mettre des petits pouces pour Marianne. Effectivement, les 9 clés, les 9 questions à se poser pour une reconversion, je pense que c'est un minimum. Effectivement, puis ça permet de bien classer les choses et de savoir vers quoi on va. Il n'y a pas eu de réaction ou pas de questions en tout cas sur votre atelier de manière générale, mais voilà. Moi, j'ai une question. Considérez-vous que pour avoir qu'est-ce que vous considérez ou comment on pourrait envisager une reconversion réussie selon vous en fait? Qu'est-ce qu'on attend mis à part de trouver un nouveau métier ou d'avancer sur voilà, personnellement qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oula, alors là, vous me posez là une question qui est, pour le coup, extrêmement personnelle. C'est-à-dire que moi, je sais que mes critères de réussite peuvent être très différents. Moi, par exemple, je le disais en intro, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'être libre, libre et d'agir ma responsabilité. Donc, ce qui est pour moi, on va dire, l'indicateur de la réussite, par exemple, de mon propre parcours de reconversion, c'est effectivement dans mon degré de liberté et en quoi je suis effectivement responsable de ma voie professionnelle. Donc, ma liberté, bah, ça va effectivement s'exprimer dans ma liberté de parole, dans ma liberté de décider ce qui est bon pour moi, dans ma liberté financière aussi. Et c'est ces critères-là qui vont être pour moi les indicateurs de réussite. Oui. Et donc, pour d'autres, encore une fois, ça peut être... ça va être plutôt des critères d'organisation, des critères matériels, des critères d'épanouissement. Alors là, franchement, je crois vraiment que ça appartient à chacune et à chacun de se poser cette question-là. Je dis ça parce qu'en général, quand on fait une reconversion, on est souvent, on attend toujours plus finalement de ce qu'on est en train de faire et du coup, on n'est jamais satisfait ou satisfaite de comment on avance. On attend toujours soit des autres ou soit des éléments de la vie qui se posent à nous. Je posais juste cette petite question pour dire que bah, finalement, chaque jour, on peut avoir une petite réussite positive et ça suffit finalement à réussir sa reconversion en fonction de son chemin. Oui, tout à fait. Alors, Séverine, là où je vous rejoins, c'est vraiment très important de faire preuve de patience. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite maintenant, et c'est effectivement de savourer chaque pas réalisé. De temps en temps, de prendre le temps de se retourner sur le chemin parcouru pour effectivement observer, déjà la distance qui a été faite, et puis de petit à petit, il y a des choses qui paraissent évidentes. Moi, je vois, effectivement, moi j'ai fait le choix d'exercer en tant qu'indépendante, donc c'est sûr que ça me donne beaucoup de liberté dans mon organisation, et de temps en temps j'oublie quand je vais faire mon cours de tennis le lundi après-midi que c'est un vrai luxe et que ça c'est moi qui me le suis donné par le choix de ma reconversion, quoi. Ça c'est vrai, c'est les petits détails qui font que, et se retourner de temps en temps et regarder dans le rétro pour voir le chemin parcouru, c'est une bonne chose. Est-ce que chacun de nous ou chacune de nous a une mission de vie? Alors ma conviction c'est que oui. C'est qu'elle est présente assez tôt d'ailleurs dans notre vie, qu'elle agit d'ailleurs même sans qu'on le sache, hein, et que notre responsabilité d'adulte, pour le coup, c'est vraiment
le plus possible d'y être fidèle. De toute façon, à chaque fois qu'on s'en écarte, on se fait mal d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va soit être plus irritable, soit, quasiment, enfin voilà, vraiment se détacher de soi, et donc on peut aller assez loin dans la dépression. Et à chaque fois qu'on y est fidèle, effectivement, ça nous donne de l'énergie, on est en pleine possession de nos talents, on est dans la générosité vis-à-vis du monde. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi très important d'accompagner les personnes à formuler leur mission de vie. C'est que non seulement il y a quelque chose de l'ordre de l'hygiène vitale pour elles-mêmes, mais c'est aussi que ça permet à chacun finalement d'agir dans le monde là où elles sont appelées à agir dans le monde. Bon, et la mission de vie, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose toutes, hein, en tout cas tous, savoir, mais quelle est notre mission de vie, combien de temps ça prend, ou comment on peut faire pour connaître sa vraie mission de vie, ou voilà, c'est une grande interrogation. Voilà, écoutez, par expérience, vraiment en 3 jours, on arrive à la formuler, enfin, vraiment en général sans problème. Hein. En tout cas, moi, j'ai animé pendant une dizaine d'années un séminaire, voilà, auprès d'étudiants, et en tout cas au bout du parcours qui durait 3 jours, effectivement, ils avaient une idée assez claire de leur mission de vie. Ah oui, donc les étudiants, c'est vrai que c'est intéressant de le savoir jeune. Sa mission de vie, ça permet d'aller plus vite et de gagner du temps sur certaines choses, je pense. En tout cas. Et alors, c'est vrai que c'est un travail enfin voilà, ça dépend après à quel niveau on travaille. Moi, je travaille beaucoup avec à la fois des éléments très concrets, puis à la fois des éléments plus de l'ordre plus de l'intériorité, et puis avec des outils qui me sont issus de ma pratique aussi de thérapeute et puis de coach. Donc, on va quand même assez loin dans la recherche pour justement ne pas formuler quelque chose qui soit purement mental, mais qui soit bien ancré dans la personne que l'on est. Oui, ça c'est très intéressant. Du coup, entre-temps, Caroline vous pose une question. Comment ne pas s'éparpiller, se perdre dans les différentes pistes trouvées dans la question 9 ? Alors, normalement, je pense franchement que si le cahier des charges est bien précis, il n'y a pas des dizaines d'options qui s'ouvrent. Hein. Je pense que si déjà vous en avez 3, je pense que c'est déjà très bien. Et après, si vous en avez beaucoup plus, c'est que probablement vous avez besoin de clarifier un peu plus votre cahier des charges. Il y a peut-être des éléments qui ont besoin d'être précisés. Là, pour le coup, des regards extérieurs peuvent vous aider aussi à faire le tri. Mais moi, j'ai jamais vu, en tout cas, des personnes qui s'éparpillaient. Après, ce qui va être important face aux options qui se posent à vous, Caroline, c'est vraiment d'aller, trouver les critères qui vont être importants, encore une fois, en termes d'engagement de temps, d'argent, etc., pour ensuite aller vers l'option qui va être la plus accessible, la plus réaliste, la plus faisable par rapport aussi à votre environnement. Mais le risque d'éparpillement, en tout cas, je l'ai très peu observé. Voilà, je l'ai vraiment très peu observé. Quand il apparaît, c'est que le travail de fond de départ n'a pas été fait. Bon, merci beaucoup Marianne pour cet atelier qui était très intéressant ce matin, ce workshop. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez aimé le workshop de Marianne, à le signifier avec vos petits pouces si vous êtes sur YouTube. Exactement, on aime toutes les petits pouces, ça c'est bien. Vous pouvez retrouver Marianne sur sa page dans le hall d'exposition sur le salon professionnel, je vais y arriver. Voilà, n'hésitez pas, il vous reste quelques créneaux de rendez-vous Marianne ? Non. Et voilà. Bon, à ce moment-là, cliquez sur être contacté par le partenaire si vous avez vraiment, si vous voulez rencontrer Marianne ou poser des questions. Je pense qu'elle reviendra vers vous assez rapidement après le salon. En tout cas, merci beaucoup.